Les coûts liés à l'accueil des migrants n'est pas quelque chose d'objectif, mais ça relève d'un choix politique. C'est-à-dire que certains pays, surtout quand il s'agit d'accueillir des migrants qui ne parlent pas la même langue, qui ont de contextes culturels différents, investissent beaucoup en termes des cours des langues, des cours sur les fondamentaux, disons, des lois du pays. Et bien entendu, c'est là un coût considérable. D'autres pays font beaucoup moins d'efforts en termes de facilitation de l'intégration des immigrés. C'est là, bien entendu, peut réduire les coûts à court terme, mais peut aussi rendre plus difficile l'intégration des immigrés et donc la réalisation de leur contribution positive à l'économie du pays d'accueil. Donc c'est, disons, difficile de chiffrer, donc mettre sur une colonne les coûts et sur les autres les revenus. Aussi parce que quand il s'agit des revenus, c'est pas seulement, on peut par exemple penser aux cotisations qui sont payées par les immigrés, voire à les impôts sur les revenus qu'ils vont générer dans les années qui suivent leur arrivée dans les pays d'accueil. Mais c'est pas seulement ça, c'est-à-dire l'arrivée de main-d'œuvre des immigrés depuis d'autres pays génère aussi des effets d'équilibre économique général, c'est-à-dire ils vont aussi impacter les revenus d'autres travailleurs, des anciens immigrés, voire des travailleurs natifs. Ils vont aussi influencer les profits qui sont faits par les entreprises françaises, disons, dans ces cas. Et donc, et bien entendu, tout cela génère un impact sur les finances du pays. Donc, en regardant tout simplement la différence entre les coûts et les bénéfices directement liés à l'arrivée d'un immigré, on ne peut pas trancher et dire, d'un point de vue économique, c'est bien ou mal. Pourquoi c'est compliqué? Eh bien aussi parce que la plupart des immigrés sont là de façon temporaire. Au bout d'une certaine période, quelques années, une décennie, ils vont peut-être rentrer dans les pays d'origine, voire émigrer vers un autre pays. Et cette caractère temporaire de la présence des immigrés dans les pays d'accueil joue énormément sur, par exemple, les implications pour les finances publiques de leur présence. Pourquoi? Je vous donne l'exemple le plus simple. Imaginons que vous arrivez, vous avez un contrat de travail, vous commencez à cotiser, vous cotisez pour votre retraite pendant 15 ans, mais après vous repartez. Si vous repartez avant d'avoir, reçu des cotisations ou un nombre d'années suffisant pour demander une retraite, eh bien, vos cotisations sont en large mesure perdues. Donc, c'est un gain net pour un pays qui a reçu des cotisations mais ne va pas payer une retraite aux travailleurs immigrés. Donc, on peut difficilement, comprendre quelles sont les implications pour les finances publiques de la présence des immigrés en se posant la question concernant aujourd'hui. Parce que c'est vraiment l'aspect dynamique qui est d'une importance cruciale. Les temps qui est nécessaire pour processer une demande d'asile crée une incertitude qui freine l'intégration et donc il y a un coût à long terme en termes des taux de chômage pour ceux qui arrivent à plus élevé ou pour ceux qui arrivent à trouver un travail dans un salaire plus bas. Pourquoi? Imaginons que vous déposez votre demande d'asile et la décision favorable du pays d'accueil arrive au bout de 24 mois. C'est une période énorme d'incertitude pour les demandeurs d'asile qui n'est pas sûr effectivement de pouvoir obtenir une protection dans les pays où il a demandé. Et cette incertitude, bien entendu, va freiner et va retarder l'investissement dans des connaissances qui sont nécessaires pour, par exemple, trouver un travail. Et je pense notamment aux connaissances linguistiques. Donc cette phase d'incertitude est bien entendu pas seulement négative pour les demandeurs d'asile directement concernés, mais aussi pour les pays d'accueil. Après, tout ce qui est, par exemple, comme vous avez dit, le renouvellement du permis de séjour, par exemple, est conditionné au fait que vous avez un travail. C'est quelque chose qui joue de façon très négative pour les immigrés parce que, bien entendu, il va grandement limiter leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leurs employés.
Parce qu'un employé est bien conscient qu'en cas de licenciement, les travailleurs immigrés auront du mal à renouveler son permis de séjour et donc c'est là peut jouer dans une dynamique où vous voulez imposer à un travailleur de faire des heures supplémentaires, voire peut-être ne pas les rétribuer à l'auteur qui serait prévu. Nous habitons dans un monde où il y a des écarts de revenus extrêmement importants. Si vous prenez une personne tirée au hasard dans les pays plus pauvres au monde, de la République démocratique du Congo, et une personne tirée au hasard, par exemple, aux États-Unis, les ratios entre les revenus sont environ 1 à 90. Donc, dans la mesure où vous avez des écarts de revenus aussi importants, bien entendu, il y a des incitations à migrer très fortes, même si vous n'avez pas la possibilité de les faire de façon régulière. Lorsqu'il y a une demande, je vais traverser une frontière, je n'ai pas le droit de le faire. Il y a souvent une offre, c'est-à-dire des prestataires de services qui vont émerger, bien entendu, pas de façon légale, pour vous aider à traverser la frontière et donc, entre guillemets, à profiter des meilleures conditions de travail, des salaires plus élevés que vous pouvez trouver à destination. Les coûts, par exemple, de faire appel à un passeur peuvent être extrêmement fortes. Par exemple, si vous prenez la frontière entre le Mexique et les États-Unis, qui sont divisés par les Rio Grande, on estime qu'actuellement, les coûts d'un passeur, c'est environ $10,000 pour chaque migrant. D'autres routes, bien entendu, sont extrêmement plus chères. Si vous partez d'un pays de l'Afrique subsaharienne, il s'agit d'abord, dans la plupart des cas, de traverser les Sahara, donc en rentrant après le Niger en Libye, et ensuite de traverser la mer Méditerranée. Tout cela est extrêmement cher et expose aussi les migrants qui empruntent cette route à des coûts, disons, non monétaires, donc les risques des violences est extrêmement importante. On estime souvent qu'on dépasse les 10 000 euros par personne si vous voulez partir d'un pays de l'Afrique subsaharienne pour essayer de rejoindre, par exemple, les côtes italiennes. Bien entendu, il y a, comme toujours, quand il s'agit des activités illégales, c'est pas simple de chiffrer. Les États ont essayé la route de la répression, donc essayer de condamner les passeurs une fois qu'ils sont pris à des peines de prison extrêmement longues, détruire les bateaux qui sont saisis. Mais cela ne décourage pas les immigrés et les passeurs. Souvent, on change des modes d'opération, c'est-à-dire pour réduire l'ampleur de cette économie qui est liée aux migrations, il faudrait, entre guillemets, accepter d'ouvrir davantage des canaux d'immigration légale. Chose qui malheureusement, d'un point de vue, des faisabilités politiques de la proposition, n'est pas du tout simple. L'Italie, depuis 2 ans, a à nouveau des accords avec la Libye pour confier aux gardes côtiers libyens qui ont été formés et équipés par les autorités italiennes à empêcher aux bateaux de sortir. Donc, la question c'est de dire, imaginons qu'on relâche ce type de contrôle, on laisse les personnes plus libres d'arriver chez nous, quelle va être la taille des flux? Donc, je comprends votre réaction, c'est-à-dire on pourrait réduire les budgets qui est consacré au contrôle des frontières et investir davantage dans l'intégration de ce qui arrive. Mais la grosse incertitude, c'est à quel point la taille des flux va augmenter si on adopte ces types d'approches. C'est compliqué. Il y a une autre approche qui a été proposée par un ancien prix Nobel de l'économie, Gary Becker, où il avait proposé plutôt de mettre en vente les permis de séjour. Donc, comme je vous disais, en présence d'écarts salariels, il y a l'incitation à migrer. Plutôt que confier les personnes aux passeurs, on dit on peut vous accueillir, mais pourvu que vous avez la disponibilité de payer un certain montant. L'immigration, comme les commerces, est potentiellement bénéfique pour tout le monde. C'est-à-dire la somme des gains économiques est supérieure par rapport à la somme des pertes.
Donc, en théorie, on pourrait faire de la redistribution, mais souvent, on ne la fait pas. Donc, demander aux immigrés de payer pour leur visa est une façon aussi de générer des recettes qui pourraient ensuite être utilisées aussi pour compenser, par exemple, les natifs avec un faible niveau d'éducation qui sont en concurrence plus directe avec les immigrés, et donc ils peuvent connaître une hausse de leur taux de chômage ou une baisse de leur salaire. Mais ici, la question c'est, imaginons qu'on garde notre focus toujours sur l'Afrique subsaharienne. Imaginons que les prix d'un permis de séjour en France soient 20 000 €. Quelle partie de la population de ces pays a effectivement à mesure de les payer? Est-ce que cela va effectivement les décourager d'essayer d'emprunter une voie d'immigration illégale? C'est pas évident. C'est des questions extrêmement difficiles qui vont devenir de plus en plus importantes. C'est-à-dire, d'ici 50 ans, l'Afrique va représenter environ la moitié de la population mondiale. Donc, les pressions migratoires auxquelles l'Europe va faire face vont augmenter. Il n'y a pas seulement des déterminants économiques dans les flux migratoires, mais aussi des déterminants démographiques. Les premières réponses intuitives, c'est de dire, bien, si on arrive à favoriser les développements économiques dans les pays d'origine des migrants, cela va faire réduire les incitations à émigrer. C'est vrai, mais jusqu'à un certain point. Par exemple, vous posez une question. Dans un pays comme le Sénégal, est-ce que si vous avez la possibilité, vous voudriez quitter les pays, vous voudriez émigrer? Environ 60% des personnes interviewées vous disent oui, je voudrais, mais je n'ai pas les moyens pour les faire. Donc, la croissance économique va peut-être réduire les incitations à migrer, mais en même temps, ça va aussi donner les moyens pour émigrer. C'est pour ça que la plupart des efforts des pays européens, c'est surtout pour, c'est sur les côtés répression, avec des accords avec des pays de transit comme la Libye ou des pays d'origine pour qu'ils acceptent les répatriements de leurs migrants. Bien entendu, à long terme, les développements peuvent réduire l'immigration, mais à long terme, pas d'ici 10 ans. Il y a une tension ici entre l'intérêt du pays d'accueil de garder ses revenus localement pour contribuer localement à la demande, donc à la consommation, et plutôt les retombées qui sur les pays pauvres. Les transferts des migrants ne répondent pas seulement à un altruisme de la part des migrants qui veulent aider les personnes qui sont restées au pays. Il y a aussi, disons, même si implicitement, en dimension d'investissement. Envoyer des transferts, des remittances vers son propre pays d'origine, c'est aussi une façon, de se laisser la porte ouverte si une demande vous décidez de rentrer. C'est-à-dire, vous continuez à aider votre réseau familial qui pourrait favoriser votre réinsertion au pays d'accueil. Souvent, on attache trop d'importance. On oublie par exemple que les effets les plus importants ne sont pas sur les natifs dans les pays d'accueil, ni sur la partie de la population qui reste dans les pays d'origine, mais sur les migrants eux-mêmes.